Oui, je sais, mauvaise nouvelle et bon courage pour vous. Il va falloir travailler 5 jours de suite la semaine prochaine. Franchement, c'est scandaleux, quoi. 5 jours de boulot dans une semaine de mai, je comprends pas. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Alors pourquoi elle est exceptionnelle, vous allez me dire? Bah oui, d'abord parce qu'on est dans un grand studio. Alors ça, c'est exceptionnel. Parce qu'on va commenter les événements qui ont marqué cette semaine sur l'économie, la finance, les marchés, votre argent. Au sommaire aujourd'hui, vous allez voir, on va faire un mot de la semaine qui va être le bilan. On va essayer de dézoomer un petit peu et de se dire, bah tiens, au point où on en est aujourd'hui, quel est l'impact sur l'économie, sur l'inflation, sur la croissance, sur les taux d'intérêt? On va en parler de ce qui s'est passé en Iran depuis quelques semaines. La question macro, est-ce qu'une fois que tout ça sera terminé, la croissance pourra rebondir? On va essayer de se donner un peu d'espoir. Le chiffre de la semaine, eh ben, on va se poser ici la question de savoir ce que vont faire les banques centrales. Beaucoup de discussions, monter les taux, ne rien faire, les baisser, on va en reparler. En deuxième partie de l'émission, la bourse, bien évidemment, quels ont été les événements qui ont le plus marqué mes invités sur les marchés depuis le début de la guerre? Quelle perspective justement pour la bourse? La question d'argent, bah, c'est quoi le placement? Où est-ce qu'on met son argent, hein? Votre argent pendant cette période d'incertitude, le top ou le flop, le top 3 des gérants pour 2026. Vous verrez, il y a des surprises et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle et pour continuer à battre de records, parce que je le répète, on a battu un nouveau record le mois dernier, il faut des invités exceptionnels. J'ai le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie, de la finance de guerre et de la finance de trêve. Elle s'est imposée dans notre team comme elle s'est imposée parmi les économistes de talent. Léa Dauphaz, vous êtes chef économie chez TAC Economics. Comment ça va? Très bien, et vous, Marc? Alors, vous êtes sur vos modèles, vous remettez tout à jour toutes les 10 minutes, à chaque déclaration de Trump? Non, pour l'instant... Non, ça va, vous tenez sur votre... Pour l'instant, ça tient, il est rentré, et puis ça tient un scénario de persistance. Mais Allez, il connaît les secrets des plus grandes fortunes gérées par nos amis suisses et il va nous les livrer aujourd'hui même. C'est un scoop. Éric Blend, vous êtes directeur général de Swiss Life Gestion Privée. Merci d'être venu. Bonjour Marc. Vous allez tout nous dire là? Mais tout vous dire et vous dire aussi que finalement les performances depuis ce début d'année elles sont bonnes. Ah oui. Et il y a des souscriptions de la part de nos clients. Ben voilà des bonnes nouvelles. Voilà. Sa parole est d'or, ses conseils sur les valeurs aussi, c'est normal. Elle nous conseille d'acheter les valeurs de l'or depuis des mois. Avant la grande flambée, Céline Picmal-Prat, bravo d'abord. Vous êtes présidente de Picmal-Houghton Investment. Ça va? Vous allez me dire qu'il faut acheter de l'or. Vous, le placement de la semaine, je ne sais même pas pourquoi je vous pose la question. Ouais, alors. On achète façon achète. Voilà. Plus besoin de le présenter, non? Je sais pas, on va perdre du temps. Bon, on le fait quand même. Allez, il a son rond de serviette chez BFM Business, intervient notamment avec brio tous les lundis dans la matinale. Wilfried Galland, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être venu. Vous êtes directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Et on démarre tout de suite avec le mot de la semaine, le bilan. J'avais envie qu'on prenne un tout petit peu de recul, qu'on essaye de se détacher un peu des déclarations quotidiennes et souvent contradictoires de Trump, des déclarations belliqueuses de l'Iran, pour faire un premier bilan de ces semaines de guerre et de cette drôle de trêve. L'économie mondiale est-elle fortement impactée? Est-ce que vous êtes inquiet, Léa, sur la croissance ou sur l'inflation? Les deux, mais pas avec la même temporalité. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est vraiment le choc d'inflation qui se diffuse. Il est déjà là, mais on est sur une inflation qui est affectée, entre guillemets, seulement par la hausse des prix de l'énergie. Donc ça, c'est le premier effet, l'effet qu'on attend. Maintenant, si ce conflit perdure, en fait, c'est la deuxième jambe qui va arriver. Et donc, ça va être les transmissions en fait assez classiques, l'inflation, les marges des entreprises, la confiance des ménages, et donc la croissance prendra le relais. Et là, ça va vraiment dépendre. Alors, on a bien sûr le temps du conflit, mais aussi, est-ce qu'on a des capacités de production qui sont détruites? Comment le conflit va évoluer? Et ça va vraiment être l'ampleur et l'impact que ça va avoir sur la croissance. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, le hausse de l'inflation, elle est faite, elle est transmise. Les chocs de confiance, il est déjà là. Il y a un indicateur assez intéressant. Oui, c'est pour ça, parce que vous dites il y a un séquencement, mais moi j'ai plutôt l'impression presque le choc de confiance, il vient même avant l'inflation, puisque pour l'instant on est plutôt, je reprends toujours la terminologie de Jean-Marc Daniel, mais on est plutôt dans une hausse des prix, on n'est pas encore dans de l'inflation. Oui, on est plutôt dans une hausse des prix, mais pas dans l'inflation. Par contre, le biais inflation-croissance, il passe par la confiance et on est dedans.
Ouais. Donc quand le choc on de regarde, confiance, choc de on confiance, s'est il est pris là. déjà. Très différenciés sont les économies, hein. Le chiffre du T1 américain sur la croissance, il est très bon. Ouais, on va en Je parler mets zone les par US de zone. côté, il y a Ouais. les effets IA. Zone euro, on l'a déjà vu. Alors, il y a quelques effets un peu transitoires, mais en gros, la zone euro, ce qu'on espérait pour cette année, c'était que la hausse de confiance qu'on Bien avait sûr. depuis un an prendrait forme et rentraînerait la demande. Or là, ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est qu'on a une hausse de l'incertitude qui est revenue au niveau d'avril de l'année dernière, au moment où Trump a mis en place ces tarifs. Donc tout ce qu'on avait gagné cette année en termes de confiance pour les ménages est remis à plat. Donc là, en gros, c'est la situation aujourd'hui. Les marges des entreprises tiennent encore, la conso tient encore, mais Pas partout, hein. pas partout, mais on n'est pas sur quelque chose qui est en train de céder. D'accord. En gros, le choc d'inflation, il arrive dès le premier trimestre. Le choc de confiance, il arrive entre le T1 et le T2. Donc, deuxième trimestre, ça va être l'inflation. Deuxième semestre, ça C'est va être la intéressant parce croissance. que moi, j'avais plutôt le sentiment qu'on avait d'abord le choc de confiance. Enfin, je suis beaucoup plus inquiet par l'impact sur la croissance que par l'impact sur l'inflation. Wilfried? Ouais, moi, je partage cet ordre de priorité, en fait. Effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui en termes de choc de confiance est important, hein. Quand on regarde effectivement les indicateurs de confiance, quasiment dans toutes les zones, hein, géographiques d'ailleurs, ils ont pris quand même une baisse assez nette. On voit quand même qu'il y a une grande fragmentation de l'impact en fonction de l'ouverture des zones sur justement ce choc au Moyen-Orient. L'impact, il est très fort en Asie. On voit déjà des restrictions, on voit déjà pour reprendre ce que disait Léa, on voit déjà des destructions de capacités de production dans certains pays asiatiques. Modi a demandé à ses habitants de faire du télétravail pour ne pas utiliser de carburant. Exactement, on a la même chose qui se déroule en Indonésie, en Thaïlande. Ah oui. Donc ça, c'est effectivement un élément important parce que c'est une zone très importante pour Donc la croissance celle-là, mondiale. pour vous, c'est la zone la plus touchée. Pour moi, On peut chiffrer? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 0,5% de croissance en moins? C'est 1% de Alors, croissance? si on parle de l'impact de la croissance au niveau mondial, sur cette zone-là, on va probablement être effectivement autour de 0,5. En revanche, l'impact sur la zone elle-même va être beaucoup plus important. Okay. Mais ça, on a du mal aujourd'hui à le mesurer. Ce qu'on voit quand même, c'est que la deuxième zone la plus impactée, évidemment, c'est l'Europe, et en particulier l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'espoir sur une relance de l'activité C'était la allemande. locomotive de la croissance pour 2026. Voilà, hein. exactement. C'était le fameux plan Merz qui allait tout changer. Et on voit qu'au fur et à mesure, l'Allemagne passe de prévisions de croissance autour ou légèrement supérieures à 1%, à 0,5 voire en dessous. Et donc on n'a plus cette locomotive-là. En fait, la seule zone qui résiste encore aujourd'hui, c'est la zone Amérique, en particulier les États-Unis, qui font preuve quand même, et je tenais à le souligner, Soulignez-le. Si vous teniez à le faire, il faut le faire. Mais oui, il faut le faire parce que de temps en temps. Je tenais à le souligner. Mais oui, je tenais à le souligner. En fait, cette souplesse et cette adaptabilité absolument considérable de l'économie américaine, qui moi me surprend. Moi aussi. En fait, en permanence. Elle me surprend, elle me fascine. Exactement. Et donc, ce qu'on voit, et d'ailleurs, ce qu'a souligné Kevin Warsh lorsqu'il avait été auditionné le futur patron au Sénat pour la Fed, Banque centrale, c'est en particulier une augmentation de la productivité américaine qui, dans les 5 dernières années, est 2 fois supérieure à ce qu'elle a été dans les années 2010. Donc c'est, en termes de changement de rythme de croissance, de potentiel de croissance, c'est considérable. Donc évidemment, il est amoindri par le choc qu'on a au Moyen-Orient, mais grâce à ses qualités intrinsèques, et on parle de la croissance précédente, donc en fait, le choc d'IA, il n'est même pas encore là, en fait. Hein. On l'a même pas encore intégré dans les chiffres sur la productivité. Donc ça, c'est quand même très impressionnant. C'est, pour moi, le motif d'espoir sur 2026, c'est que l'Amérique continue à tenir, et donc, aussi d'un point de vue marché, va continuer probablement à être la locomotive que tout le monde attend. Céline, vous nous disiez avant l'émission, vous, la zone qui vous intéresse beaucoup, que vous connaissez bien, hein, c'est les pays émergents. Et là, vous nous dites, ça fait mal. Tout à fait, ça fait mal. Pour rebondir effectivement sur le cas de l'Asie, c'est vrai qu'on a une problématique très forte pour la Malaisie, l'Indonésie, mais surtout pour l'Inde, qui était vue comme la future locomotive de l'économie mondiale. Et donc là, on a chouchou des investisseurs. Et donc on a un coup d'arrêt assez net qui vient de la problématique inflationniste, pour laquelle je m'inquiéterais peut-être un petit peu plus que ce qu'on vient de dire jusqu'à présent.
pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on parlait de Peut-être pour l'Inde, productivité tout à l'heure, mais j'ai peur que nous surestimions l'impact de l'intelligence artificielle, notamment parce qu'il y a des débats, je crois, sur le calcul de la productivité, entre la productivité horaire et la productivité par travailleur, l'augmentation de la productivité n'étant pas la même en fonction de la façon dont on calcule. Et dans un environnement où on n'est pas forcément assis à son poste tous les jours, le calcul peut être remis en cause. Donc vous, ce qui vous inquiète, ça c'est nous- l'Inde. Donc je serais plus inquiète parce que, comme on le disait avant l'émission également, on va quand même vers un monde dans lequel on doit produire localement, dans lequel on veut plus avoir un monde global, dans lequel les personnes bougent moins également. Et on est confronté, dans ce cas-là, à une optimisation de la productivité qui n'est plus la même que celle qu'on a pu vivre, nous, au cours des 40 dernières années. Léa, vous le disiez, et Wilfried le reprenait aussi, le développait. Les États-Unis, c'est quand même super étonnant, quoi. Alors, oui et non. En fait, c'est ce qu'on a appris de 2025 qu'on doit mettre sur 2026. Le cycle macro qu'on a aujourd'hui, c'est plus un cycle traditionnel. C'est un cycle dans lequel l'IA amène tout. Et on l'a bien vu, les chiffres du PIB américain sont amenés par de l'investissement en IA. C'est un chiffre exceptionnel, mais qui crée aussi des nouvelles choses qui sont moins répondantes au cycle. Aujourd'hui, l'emploi américain, il n'a plus besoin d'être autour de 100 à 150 000 créations d'emplois par mois pour stimuler l'économie. Les dernières estimations montrent qu'entre 10 000 et 50 000 créations d'emplois, elles sont suffisantes. Sur cette histoire de productivité, c'est le vrai sujet. Si on fait un peu de macro pur, ce qu'on dit, c'est que la croissance potentielle, elle dépend du facteur capital, du facteur travail et de la productivité. Productivité, on ne sait pas comment la mesurer, on sait qu'elle va augmenter. Facteur capital, on sait qu'il va augmenter. Franchement, le facteur travail, on n'en sait rien. Est-ce que les créations d'emplois, est-ce que l'emploi lié à l'IA va faire mettre de côté une part significative des travailleurs? Plus de 40% des travailleurs vont être assujettis aux contraintes d'IA. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation-là? Et on voit bien aujourd'hui, la croissance américaine, elle repose sur des piliers qui ne sont pas des piliers traditionnels. Ça ne va pas être la conso, ça va être l'effet richesse lié à l'IA, ça va être ces investissements liés à l'IA. Alors bien sûr, cette bulle-là, elle va continuer. Mais aujourd'hui, ce qui fait la croissance américaine et ce qui fait sa force, la rend aussi... C'est l'investissement dans l'IA? C'est aussi l'effet richesse, non? C'est la combinaison de tout ça. C'est l'effet richesse, l'investissement en IA, qui est moins soumis à des contraintes de sensibilité au taux d'intérêt. Donc tout ça, en fait, met les États-Unis à part dans cette dynamique. Alors, par contre, l'effet, de toute façon, les États-Unis ne répondaient pas tout de suite au choc Iran. Ils sont exportateurs nets, on en a bien parlé. Nous, dans nos modèles, c'est pas ils en profitent au niveau macro. Positif, bah oui, c'est ça. Alors, même si sur le pouvoir d'achat des ménages, il y a quand même énormément de pression, mais le pays lui-même, enfin, les exportations de carburant ont augmenté de 20%. Enfin, tout le monde vient se servir chez eux. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le nez dans les modèles. Les États-Unis, c'est vraiment le modèle à part. On a fait un choc mondial dans lequel les pays interagissent les uns les autres via des variables de taux d'intérêt. Les États-Unis sont seuls dans lequel, à l'instant T, vous avez un supplément de croissance créé par le conflit Iran. T plus 2, T plus 3, T plus 4 après le choc, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que l'inflation prend le pas. Et c'est pour ça, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut être beaucoup plus inquiet sur le choc de croissance que ce conflit pourrait créer. Mais par contre, il y a quand même un choc d'inflation d'abord et ensuite le choc de croissance. L'ampleur, on a encore du mal à la mesurer. On va en reparler. Et Eric, vous parlez beaucoup à des chefs d'entreprise, c'est votre métier, d'investir dans les entreprises. Le ressenti aujourd'hui, c'est l'inquiétude par rapport à l'incertitude? Le ressenti premier, c'est l'incertitude, le ralentissement économique. Vraiment, il y a ce sentiment déjà chez les entrepreneurs. Absolument. On a l'impression que sur les débouchés, il y a des inquiétudes. Donc il y a les entrants, évidemment, l'augmentation de l'énergie, des plastiques, des engrais. Donc tout ça, ils le voient bien. Ils ont quand même eu l'habitude de jongler avec ça. Ils ont vu ça il n'y a pas très longtemps avec le Covid. Donc ils savent réagir. L'Ukraine. Voilà, les disruptions aussi de chaînes d'approvisionnement, tout ça, ils commencent à comprendre. Mais là, on sent que le ralentissement économique, il est plus sérieux et il commence à être inquiétant en Europe, en tout cas, on le sent. Et ça vient de l'Allemagne, qui est quand même un gros trou. Donc c'est ce que j'entends, moi, de mon côté. Wilfried, je voudrais revenir, puisqu'il y a le sommet Trump-Xi Jinping. On était tous, il y a quelques années, à dire en 2024-2025 la Chine va rattraper les États-Unis. Les chiffres sont pas du tout là. Non, c'est pas du non, effectivement. On a quoi, 30%? Enfin, j'ai vu que sur le PIB par habitant, on était à 20 ou 30% de décalage. Et sur le PIB lui-même, on est encore à 20 ou 30% de décalage. Oui, tout à fait, ouais. C'est frappant, quoi. En fait, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, on a un gros décalage de tendance, mais qui est lié aussi, il y a des effets de taux de change sur le fait que le yuan a quand même été très largement sous-évalué. Alors, il est en train de rattraper. Mais c'est vrai qu'on imaginait la Chine avoir cette trajectoire de numéro 1 mondial assez rapide. Et en fait, le Covid a tout bouleversé. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de l'augmentation de la productivité aux États-Unis, on n'a pas du tout eu ça
en Chine, en tout cas dans ces mêmes proportions. Covid, crise immobilière. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation de la productivité aux États-Unis, elle est liée largement à la productivité dans les services aux entreprises, et pas tellement dans la productivité manufacturière. Et c'est très dur de faire croître la productivité manufacturière, surtout comme quand vous êtes la Chine et que vous investissez tellement qu'en fait, marginalement, votre production par unité d'investissement, elle commence à décroître. Et donc la Chine commence à payer ça, le fait d'être dans un modèle en fait profondément déflationniste quand même si là, elle profite du choc pour sortir de ça. Et donc la Chine aujourd'hui, qui est une économie qui en fait dépend beaucoup aussi, moins que l'Inde évidemment, mais dépend quand même pas mal du Moyen-Orient, et de ses exportations. Et de ses exportations. Et donc quand vous avez des incertitudes sur les chaînes de valeur mondiales, la Chine prend également ça. Et donc c'est pour ça, ça peut être, soyons aussi un peu positifs, ça peut être une force de stabilisation dans ce conflit-là. La Chine n'a pas du tout intérêt à ce que ça dure trop longtemps. Alors souvent, surtout dans les médias européens qui adorent détester les États-Unis et donc ils disent bon, la Chine, à la fin, c'est toujours la Chine qui gagne. Aujourd'hui, quand Xi Jinping et Trump se rencontrent, c'est quand même Trump qui a la main haute, non ? Alors non, moi je suis pas du tout d'accord avec le constat que vous offrez sur la Chine. Je pense qu'on fait vraiment un amalgame entre la situation conjoncturelle chinoise et la situation structurelle. Ouais. À long terme, aujourd'hui, quand on regarde la part de recherche dans les secteurs clés, que ce soit lié à la robotique, la génomique ou autre, la Chine a surpassé en termes de chercheurs et de publications ça on est toute tous la d'accord. recherche scientifique. Domination militaire, on est d'accord. Domination technologique, elle est très forte. Et puis aujourd'hui aussi, on voit bien la transition énergétique qui est en cours va passer par les chaînes de production chinoises. Je comprends. Les questions... domination industrielle, je suis d'accord. Oui, mais d'un autre côté, quand on voit par exemple les budgets chinois, aujourd'hui, vous regardez l'évolution des budgets chinois dans l'éducation, dans l'aide à la consommation, dans les plans de relance, tout a été basculé vers l'armement, la technologie. Oui. Bon, c'est un choix peut-être d'avenir, vous avez raison. Ok, peut-être que dans 10 ans, ils vont y arriver, mais je veux dire, en attendant... Par rapport à ce que vous dites sur le sommet, en réalité, on a l'impression qu'on attend quelque chose du sommet, mais le sommet a été déjà bouclé il y a quelques semaines avec le plan quinquennal voté en Chine. Oui, c'est ça. Trump ne vient avec absolument aucun outil de négociation. La Chine a voté, et c'est ancré dans la loi, le plan à 5 ans. Trump a vouloir négocier. Donc vous dites l'image qu'on a, moi j'ai quand même l'impression que pour l'instant c'est États-Unis 1, Chine 0. Les États-Unis restent aujourd'hui la puissance dominante, mais en fait on est dans une décennie et qui va encore durer, dans lequel on cherche les combats de puissance, et aujourd'hui la Chine se positionne quand même assez bien à moyen terme. Pour l'avenir. Et puis le pour l'avenir, ils auront moins d'habitants. S'ils ont des habitants qui sont de plus en plus pauvres, ça leur fera une belle jambe d'avoir... Oui, mais là on voit bien qui est aujourd'hui le gagnant de cette guerre. Aujourd'hui, c'est la Chine. Je reviendrai dans je ne suis pas du tout d'accord. Comment vous pouvez dire ça? Pourquoi la Chine est gagnante de cette guerre? Parce qu'aujourd'hui... Bon, alors, je vais revenir sur mon flop. Allez-y, c'est pas grave, on fait sauter les autres sujets. Très bien. Le sondage annuel d'ISEA, qui est le think tank de référence de Singapour et d'Asie, montre qu'aujourd'hui, 52% des pays d'Asie préfèrent s'aligner sur la Chine que sur les États-Unis. Il y a vraiment la question, on disait comment la Chine gère sa région, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Aujourd'hui, le fait que le gendarme américain, le créateur de règles, ne respecte plus les règles, en fait, enveloppe tout le bloc indo-pacifique. Mais là, vous parlez stratégique. J'ai envie de vous dire, le quotidien, c'est d'avoir quelque chose à bouffer. Alors, si on va faire du conjoncturel, effectivement, la Chine est dans une mauvaise situation. Mais le conjoncturel devient structurel quand vous n'avez rien à bouffer. Alors, je vous rajoute une couche supplémentaire. Dans nos indicateurs, nous, on fait du risque pays. On a un signal de crise sur la Chine l'année prochaine. Ah ben voilà. Mais... voilà, on y arrive. On y arrive. Léa, on y arrive. Je trouve qu'il y a un peu trop... Il y a autant de China bashing que de US bashing. Il faut peut-être équilibrer. Allez, moi j'aime bien le China bashing. Allez, on passe à la question macro. L'économie mondiale peut-elle rebondir et comment à l'issue du conflit? C'est une question pour vous, de nos spectateurs. Wilfried Galland. Alors, elle va rebondir, oui. Aussi. Comment? Mais la question, c'est jusqu'à quel niveau? Et je pense qu'on va avoir un peu comme après le Covid, on a eu à un moment donné une rupture de tendance. Je pense qu'on va avoir cette rupture de tendance parce que globalement, les coûts généraux de l'économie mondiale ont monté. On n'est pas dans un cycle inflationniste, mais on est dans une montée des coûts de l'économie mondiale. Et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire moi, ce que j'appelle la société de la défiance, qui se généralise, défiance entre les pays, entre les zones géographiques, voire même entre les individus. Mais qu'on ne voit pas tellement, quoi. Je veux dire, quand on regarde les chiffres du commerce international, évidemment avant la guerre en Iran, et même avec les droits de douane, on n'a pas vu ce cloisonnement, ce que tout le monde raconte, que le découplage...
Il y a quand Mais même en fait, ce qu'on voit, c'est que... il y a une redéfinition des échanges par zone, mais c'est pas très grave, ça. Alors, c'est pas très grave, mais le commerce mondial croît moins par rapport à la croissance mondiale que ce qu'il était. Voilà, on a un découplage. D'accord. Et surtout, en fait, on a globalement de la part des entreprises, on est passé à un stade où tout le monde veut être le plus indépendant Bien possible. sûr, autonome. Or, quand vous devez être indépendant, en fait, vous rajoutez des couches supplémentaires à votre... Et puis vos coûts d'approvisionnement sont plus élevés. Voilà, les coûts d'approvisionnement sont plus élevés et donc tout devient plus... Le niveau de friction de l'économie mondiale est en train de monter. Donc c'est pas pour ça qu'il y a moins d'échanges. Mais en fait, les frictions de ces échanges, par exemple en termes de normes, sont en train de monter. Et ça, effectivement, il y a un coût pour l'économie mondiale et ce coût, il va être probablement important. Léa, vous confirmez que la croissance du commerce mondial est inférieure à la croissance économique ou il essaye de m'enfumer Non, il n'enfume pas. Il joue On est son rarement d'accord, mais économiste. là, on est d'accord. Non, c'est cette logique de fragmentation, en fait. C'est une bifurcation des échanges. Il n'a pas menti, donc. Non. Dans lequel il va y avoir plus de commerce sud-sud. Et en fait, à qui ça va pénaliser? En fait, c'est les États-Unis et l'Europe en premier lieu. Et c'est un monde pas nécessairement avec une spirale inflationniste, mais avec une marge d'escalier vers une inflation plus élevée. Potentiellement une croissance potentielle plus élevée, donc des taux d'intérêt plus élevés. C'est ça, en fait, ce monde-là. Et nous, en Europe, on va s'en sortir, là? Quel horizon? Après la guerre. Conjoncturel ou c'est Après la guerre. Alors déjà, après la guerre, oui, bon, allez, beaucoup de scénarios très disons que dans quelques semaines, c'est terminé. Allez. Disons que dans quelques semaines, c'est permis. La prime d'inflation, elle se réduit. La hausse de taux BCE qui peut être envisagée recule. On a des fonds. Alors effectivement, l'Allemagne est moins le moteur que ce qu'on espérait, mais les plans de défense sont là. On a tout le restant des plans des NGU qui arrivent et qui est là. Les questions stratégiques et d'indépendance. Donc oui, mais avec effectivement un coût du capital plus élevé, une inflation structurellement plus élevée. Bon, et avec ce que vous adorez, là, les économistes, c'est la croissance potentielle qui est quand même pas terrible. C'est-à-dire on a un bon niveau de croissance quand même. On a quasiment un niveau de croissance observé qui est proche de la croissance potentielle. Oui, mais justement, la croissance potentielle n'est pas fabuleuse. En Europe, non. Non. Mais ça, c'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau. Éric Blaine, rien de nouveau. Ce que j'entends, moi aussi, c'est quand même que la partie immobilière ne marche pas. Alors, ça marche pas en Chine, aux États-Unis, ça ralentit, et en Europe, ce que je peux entendre des promoteurs immobiliers, des architectes, c'est que les taux d'intérêt sont trop élevés, les coûts de fabrication sont élevés, les consommateurs, les acheteurs ne peuvent pas vraiment aujourd'hui se montrer très dynamiques et à l'achat. Et je trouve que lorsque la construction, l'immobilier fonctionne pas... Quand le bâtiment ne va pas, rien ne va. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, il faut que les taux baissent, en fait. Et le sujet, c'est que avec les endettements des États, c'est pas la voie qui est prise. Et ça, c'est vraiment un sujet, je trouve. Vous êtes d'accord avec ça, Wilfried? Pardon, Céline. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Non, mais vous êtes d'accord avec l'idée que le secteur immobilier, c'est quand même un poids sur la croissance mondiale ou la croissance de certaines zones ou pas? En tout cas, c'est un moteur qui manque. C'est un moteur qui manque. Céline, pardon. Non, c'était juste pour rebondir sur effectivement rebondissez. Le poids des taux qui pèse sur les économies développées. Mais pour revenir sur la thématique chinoise de tout à l'heure, si on regarde les chiffres, il y a un endroit où, pour le coup, l'environnement immobilier s'améliore d'un point bas, on est d'accord, tout à fait, c'est la Chine. Voilà. Parce qu'effectivement, eux, ils ont nettoyé leur stock. Ça fait ils ont nettoyé, 6 ans qu'ils sont en on est sûr qu'ils ont nettoyé leur stock? Là, on est à des niveaux extrêmement bas, oui. Et là, on a une reprise, si vous regardez les villes comme Shanghai, enfin des grosses villes en Chine, on a une reprises des prix. Ah oui. Vous l'avez observé ça, Léa? Tout à fait. Vous aussi, Wilfried? Dites pas oui si vous l'avez. Non, mais pas d'acheter de l'immobilier en Chine. Disons qu'après 6 ans de destruction de valeur, c'est normal d'avoir un petit rebond. Il faut voir aussi les signaux positifs quand ils existent. Voilà. Donc là, vous êtes plutôt positif, c'est ça, sur la Chine? Vous nous dites quoi? Juste pour revenir sur le débat sur la Chine, qui avait quand même quelques petits signaux domestiques qui étaient moins mauvais que par le passé, et que par ailleurs, la problématique de la Chine, c'était la déflation. Et comme le disait Wilfried à l'instant, quand on a de l'inflation qui est un petit peu plus forte, eux, ils en profitent. Vous citez Wilfried. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous citez Wilfried dans le texte. Bon, est-ce qu'on peut avoir le sourire pour 2027? Il faut. Non, mais au-delà de ça, au-delà du wishful thinking, est-ce qu'on a quand même des signaux en se disant qu'à un moment, d'une façon ou d'une autre, cette guerre va s'arrêter? Est-ce qu'on a des signaux d'espoir pour la croissance pour 2027? Pour moi, le signal d'espoir, c'est la productivité qui monte. Et aux États-Unis, elle monte. Et une nouvelle fois, j'insiste là-dessus. Céline, elle dit qu'on peut pas la mesurer. Non, on ne peut pas mesurer l'impact de l'IA.
elle monte depuis 2021. 2021 aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc 2021, il n'y avait pas encore les modèles qui s'étaient développés, puisque la présentation, c'était 2022. Et donc, en fait, là, effectivement, il y a une incertitude sur ce que va donner l'IA. Mais en revanche, la productivité, ça nous permet effectivement d'avoir le sourire pour 2027. Allez, on finit sur le sourire de Wilfried Galland, cette première partie de l'émission. On se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va parler de taux d'intérêt, on va parler de bourse, on va parler de placement, on va parler d'actions. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on s'est quitté sur un sourire. Est-ce que ça va être le sourire aussi pour les marchés et la bourse avec Wilfried Galland, avec Céline Picmal, avec Eric Blaine, avec Léa Dauphas. On va parler tout de suite des marchés. Waouh, depuis le début de l'année. Bon, ce qu'on peut dire, voilà, de façon très large, c'est que globalement, l'Europe qui avait pris un peu d'avance et on s'était dit, ça y est, c'est parti, l'Europe, on a rattrapé, on est leader. Bon, bof, depuis le début de l'année, on est quasiment à zéro. Les États-Unis carburent, le Japon carbure, bon, la Chine fait pas trop mal, le MSCI World est quand même en hausse d'à peu près 7%. Avant de parler de l'évolution des bourses et des marchés, je voudrais me retourner vers nos économistes pour leur demander, les banques, bon, on sait très bien que l'économie, Eric parlait tout à l'heure de l'immobilier qui dépendait des taux d'intérêt, l'économie dépendait des taux d'intérêt, la bourse dépend beaucoup des taux d'intérêt. On entend tout et n'importe quoi et son contraire sur la politique des banques centrales, Léa. Est-ce que les banques centrales vont monter les taux ou baisser les taux d'intérêt? Alors, je ne vais pas répondre à la question, est-ce qu'elles doivent ou est-ce qu'elles ne doivent pas. Écoutez-moi, il y a deux choses. Il y a est-ce qu'elles doivent ou est-ce qu'elles ne doivent pas? Ça, je le mets de côté. Est-ce qu'elles vont ou est-ce qu'elles ne vont pas? La BCE, c'est assez clair qu'elle montera les taux lors du prochain meeting. Ah ouais? Ça me paraît assez clair. Le communiqué de Lagarde, la conférence de presse. C'est une cata, ça. Je ne réponds pas à la question est-ce qu'elles doivent ou est-ce qu'elles ne doivent pas? Non, mais attendez, là, vous me faites flipper. La BCE va monter ses taux d'intérêt alors qu'on a une économie qui est au tapis. Elle doit. Enfin, elle va le faire pour ancrer ses anticipations, ne pas faire l'erreur qu'on lui a reprochée sur la crise Covid de la crise ukrainienne, vous avez mis trop longtemps à monter. Elle va faire une fois, voire deux cette année. Ah oui. Et après, si le choc inflationniste s'ajuste, elle pourra les rebaisser assez facilement. J'étais pas du tout ouverte sur elle fera une hausse en avril. Ah mais moi je pensais pas du tout. Moi j'étais encore sur des bases de taux. Non, mais c'était encore sur notre histoire d'inflation. L'inflation augmente, elle est pricée, le risque que les effets augmentent et que ça décroche, de toute manière elle doit agir. Donc vous dites une à deux hausses de taux d'intérêt à la BCE. Une à deux hausses de taux. États-Unis rien. Rien. États-Unis parce rien. Ils ont compris le truc. Déjà, et nous on n'a rien compris. Déjà ils ont un double mandat. Ils n'ont pas Christine Lagarde. Moi, je n'aurais pas votre point de vue sur Christine Lagarde. Mais j'ai pas de point de vue, moi. Moi, je suis un commentateur. Je pas de... et par contre, non. La Fed, c'est plus compliqué. Elle pourrait, en tout cas, et c'est validé par ce que disent les modèles théoriques, la BCE, de toute façon, c'est s'il fait ça, il se fait dégager en 5 minutes. Alors, on vient de le nommer, lui. Il sera critiqué par Trump. En fait, c'est un banquier central assez classique. Bon, là, vous venez de me faire flipper. Wilfried, vous êtes d'accord avec ça? Non, me dites pas oui aussi, qu'il va y avoir une hausse des taux en Europe. Ah oui, ça a été annoncé. Je me tire une balle. Non, mais ça a été annoncé. Enfin, en tout cas, ça a été c'est un cauchemar. Assez clair. Mais comment, même à quoi ça Leroy de Gallo, qui est le plus accommodant de tous les banquiers centraux européens, nous a dit. Non, mais c'est pas parce que vous montez les taux d'intérêt que le prix du pétrole va baisser. Ah, mais on est totalement d'accord. C'est une erreur catastrophique. Qu'elle doit ou est-ce que. Et d'accord, mais si vous, moi, encore, mon avis n'est pas important. Vous pensez. Moi, je suis effondré. Ok, vous aussi, ils ont des économistes quand même là-bas. Oui, mais on sait que un des prismes d'action numéro 1 de la Banque centrale européenne, c'est d'abord et avant tout être considéré comme étant une banque centrale sérieuse, et en particulier quand on est à Francfort, sérieuse sur l'inflation. Sans voir qu'effectivement, le choc de 2026 n'a rien à voir avec le choc de 2022 parce qu'on n'a pas eu ce déversement d'argent public qu'on avait eu en 2020 et 2021 qui a fait qu'on avait en même temps un choc de demande et un choc d'offre. Là, c'est pas du tout la même chose, mais on va quand même réagir comme si... Là, vous m'annoncez une très mauvaise nouvelle. Vous m'avez gâché un week-end et en plus, il est long. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés, Céline? Alors, sur les marchés, effectivement, on a eu un mouvement spectaculaire sur les marchés financiers, notamment sur une partie du marché, la technologie, avec un Nasdaq qui a pris plus de 30% en l'espace d'un mois. Une société qui s'appelle Intel qui a pris 207% en l'espace de 5 semaines. Une petite start-up. Et qui, par ailleurs, juste pour une parenthèse, a retrouvé en avril 2026
son cours de mars 2000. Donc juste parce que avant l'explosion de la bulle Internet. On dit les marchés financiers, c'est pas la peine de les timer. Bon, 26 ans, c'est quand même un peu long, donc il faut faire attention parfois quand même à ce qu'on touche. Ah, mais on dit que la bourse, c'est un investissement longue durée. Ah oui, bah alors là c'est long. Ah bah oui, bah c'est de la longue durée. Mais donc effectivement, il y a eu un mouvement retrouver son argent qui a été tiré par le fait qu'on cherchait un refuge. On s'est dit, on se met tous sur cette petite île. Explosion des dépenses d'investissement, c'est parfait. Les bénéfices ont été revus en progression de façon significative. Tiré pour 75% par 8 valeurs de l'intelligence artificielle et pour 50% par 2 valeurs. Voilà. Donc maintenant, on en est là. On a eu effectivement cette progression spectaculaire. Et donc là, effectivement, il faut quand même, à mon sens, même si on réouvre le détroit demain, qu'on revient à une situation quasi normale. Voilà. À mon sens, il faut faire 2 choses. La première, vous l'aviez annoncé au début de l'émission, toujours garder un peu d'or, parce que quand même, on reste dans un environnement où... Vous arrivez encore à me surprendre. Comme le disait Wilfried tout à l'heure, la confiance vis-à-vis des États-Unis... Non, attendez, si vous citez Wilfried 2 fois dans l'émission, on est mort. Voilà, il va avoir un melon, il ne va plus passer par la porte. Voilà, c'est le nouveau maître du plateau. Okay. Et deuxième chose, on utilise l'argent sur les marchés actions pour le déployer ailleurs que sur les États-Unis, puisque comme je le disais tout à l'heure, la progression qu'on a eue est tout à fait inhabituelle. Quel pays ? Et donc, il y aura, à mon avis, 2 pays qu'il faudra privilégier. Je sens que vous allez aimer ma réponse. Le Brésil, qui est un pays producteur de matières premières, qui a très bien progressé cette année et qui me semble très intéressant, très peu cher, très peu détenu. Et un deuxième pays que vous aimez beaucoup, qui s'appelle la Chine. Voilà, qui a l'avantage d'être un marché décorrélé. Et dans le monde actuel, on l'évoquait à plusieurs reprises tout à l'heure, dans lequel on doit produire plus d'un point de vue local, dans lequel on veut être souverain d'un point de vue énergétique, avoir 2/3 de part de marché sur la production de voitures électriques, avoir 70% de part de marché dans les batteries, ça me semble être un positionnement tout à fait intéressant. Cette deuxième partie de l'émission, elle commence super mal. C'est-à-dire on m'annonce des hausses des taux. Voilà. On m'annonce des hausses des taux en Europe. J'attends des baisses des taux. Et on m'annonce qu'il faut investir en Chine et ça me désole. Eric, il y a un événement qui vous a marqué là, sur les marchés là, récemment ou dans les derniers jours Alors moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette phase haussière des marchés, parce que finalement on a eu un beau rallye. C'est incroyable, en période de guerre. En période de guerre. C'est justement ça. C'est que le secteur de la défense, aux États-Unis un petit peu et en Europe en particulier, a baissé. Et sensiblement. Bon, il avait hyper monté avant. Alors il avait hyper monté avant, mais parce qu'on avait des valos dingues, quoi. C'est pas surprenant quand même, quoi. Non, ben l'or aussi, il y a eu un peu de recul parce que ça avait énormément progressé. Les gens ont pris leur profit là où il y avait des profits. Et en fait, je pense que c'est pas les gens qui ont pris leur profit, je pense que c'est les Américains qui ont en fait changé d'attitude vis-à-vis de leur allocation d'actifs, sont revenus sur les États-Unis, ont fait progresser la tech parce qu'il y avait matière à faire, notamment croissance bénéficiaire, on l'a vu. Mais ils ont pris de l'argent là où ils en avaient, et ils en avaient essentiellement en fait en Europe sur un secteur qui avait été largement effectivement acheté précédemment, donc l'année précédente, avec le plan allemand, et donc ils ont vendu sensiblement les valeurs défense. Pourtant, on est en période de guerre. Ça vous a frappé. Et ça m'a frappé. Je trouvais que c'était quand même... Juste un petit pas de côté, Wilfried, les gens qui vous écoutent à la radio, ils savent pas que vous êtes sur le plateau avec un masque. L'antivirus, il faut qu'on commence à en parler ou pour l'instant, on peut dormir tranquille ? C'est pas encore un sujet économique. C'est pas un sujet économique, c'est pas un sujet financier. Ça commence à être un sujet de marché. Ça commence à être un sujet de marché. On a vu un certain nombre de valeurs très liées à... Des valeurs Covid, voilà, on appelait des valeurs Covid. On a vu Moderna, on a vu des petites valeurs liées à des vaccins en France qui étaient devenues des valeurs, des penny stocks extrêmement délaissées, montées très fortement. On sent qu'il commence à y avoir à la fois une inquiétude et un intérêt sur un certain nombre de secteurs. Et au fur et à mesure que se déploient les nouvelles sur les bandeaux des chaînes de télévision dans le monde. Et surtout quand on dit vous inquiétez pas, il ne va rien se passer. Surtout tout va bien et la France a un stock de masques largement suffisant. Bah, effectivement, ça rappelle un certain nombre de souvenirs et donc même si économiquement ça n'est pas aujourd'hui un sujet,
ça devient progressivement un sujet de marché. Il va falloir voir comment est-ce que ça se déploie. Léa, c'est pas un sujet économique pour l'instant. J'ai pas refait retourner les modèles, je reste sur les modèles Iran. Ah, ok. Eric, sur les marchés, vous voyez quoi là, sur les bourses? Alors, on va continuer ou pas? On vient de le dire, ça vient de bien progresser. Nous, on a eu tendance à prendre un peu de bénéfices quand même, donc à nous sous-pondérer légèrement actions et en étant très diversifiés. Donc, ça fait faire plaisir à Céline. De l'or, des marchés émergents, absolument. Alors, on va parler des placements, mais globalement, à la tendance, vous dites... nous, on est un peu prudent. Un peu prudent. Oui. Alors, justement, je vais vous demander soit vos allocations, soit votre placement de la semaine. On va commencer par vous, Eric. Donc, diversification, c'est ce que je disais. Toujours. Donc, et or, marché émergent. On reste quand même aux États-Unis en ayant pris des bénéfices et en Europe, mais on a pris des bénéfices là-dessus. Et en fait, nous, on aime bien l'idée qu'il faut avoir des fonds alternatifs. Donc, c'est-à-dire des fonds alternatifs? C'est-à-dire que ce sont acheter des fonds qui ne sont pas directionnels. Ça permet en fait de vendre et d'acheter en fait deux actifs et quelle que soit la direction de marché en fait. Et ça c'est disponible par exemple pour des particuliers? Ça c'est disponible à travers de fonds essentiellement, à travers du long short action par exemple. Et ça quelqu'un qui nous écoute, il peut... Absolument, il y a des fonds qui sont spécialisés là-dessus, sur lesquels nous rentrons et donc on choisit pour nos clients et qui permet en fait de faire la performance quelle que soit la direction de marché. D'accord, c'est-à-dire ce sont des fonds qui achètent des actions d'un côté et qui en vendent d'autres de l'autre, c'est ça pour essayer? À découvert, absolument. Et donc, et l'idée c'est de quoi? C'est de s'immuniser de l'évolution globale des marchés, mais d'essayer de profiter de la tendance. L'achat et la vente, c'est-à-dire lorsqu'on vend à découvert, si le titre en question baisse, eh bien on gagne de l'argent, et si celui qu'on a acheté monte, eh bien il y a un double effet et ça peut donner des... Donc ça peut être un secteur contre un autre secteur, un pays contre un autre pays, ou à l'intérieur du secteur, une entreprise contre une autre. Par exemple, il y a eu beaucoup ça dans le luxe. À un moment, les gens ont joué LVMH contre Kering, ou des choses comme ça. Absolument. C'est ça. Et ça peut être aussi des histoires où, en fait, une société en achète une autre et il se crée un petit décalage de cours entre le moment où le titre va sortir de la cote. C'est de l'arbitrage. C'est de l'arbitrage. Donc ça, c'est ça, les fonds alternatifs. Absolument. Qui sont disponibles. Et donc ça, vous considérez que ça... On en met en portefeuille plus de 5%, de manière à ce que, en fait, on soit hors directionnel de marché, parce qu'on pense que c'est un peu haut, effectivement. Aidez-moi, est-ce que je me tourne vers... Céline pour lui demander le placement de la semaine, ou est-ce qu'on sait ce qu'elle va nous dire? Je pense qu'on sait, mais ça vaut quand même le coup de lui demander. Le placement de la semaine? L'IA. Non, effectivement, clairement, donc l'or, je disais tout à l'heure, les minières. Heureusement qu'on a changé de plateau, parce que sinon j'ai l'impression de vous voir à chaque fois de la... C'est toujours un peu la même chose, mais c'est ça qui est intéressant, c'est bien, tenir son cap. Mais donc effectivement, l'or, les minières, prendre position, même si effectivement les marchés peuvent corriger de façon sur les prochaines semaines, de façon logique, conjoncturelle, comme dirait Léa, mais pas structurelle. Voilà. Prendre position sur les pays émergents et plus particulièrement pas sur des trackers. Voilà, je voudrais quand même le rappeler. Ah bon, pourquoi? Aujourd'hui, il faut faire très attention aux trackers émergents parce qu'ils sont extrêmement exposés à la technologie. Puisque, après ce qui s'est passé sur le mois d'avril, vous avez donc la Corée du Sud qui a pris 47%, et Taïwan qui s'est très bien comporté. Vous avez 3 valeurs maintenant qui pèsent pour plus de 20% dans l'indice émergent. C'est intéressant ce que vous dites. TSMC, Hynix et donc Samsung. Là, vous dites... Donc si vous achetez... si vous vous positionnez sur les émergents, ne prenez pas. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Et donc il faut prendre quoi alors? Aller chercher des sociétés directement ou des gérants. C'est dur pour quelqu'un qui nous regarde d'aller chercher une société en Chine ou au Brésil. Il faut aller chercher des gérants actifs qui vont aller investir, parce que... Oui, mais les gérants actifs, eux aussi, ils n'ont pas ces valeurs techno, ils n'ont pas de la Corée. Il faut regarder ce qu'ils ont. S'ils sont véritablement actifs, dur, ça, ils doivent faire leur travail de sélection de valeurs, mais il faut quand même faire très attention, parce que sinon on peut se retrouver... L'indice, ça veut dire qu'ils n'en ont pas. Voilà. Donc regardez avec attention ce qui est présent dans le fonds. Donc les derniers seront les premiers sur les pays émergents. Donc il faut faire très attention à ça. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de cette semaine. Léa, c'est quoi pour vous? Top ou flop d'abord? Top. Allez. La Chine. Oh, ok. Et vous, attendez. Attendez, je voudrais savoir. Est-ce que vous vous êtes appelé avant l'émission en vous disant, bon, écoutez, lui, on va le descendre pour le week-end parce qu'il a l'air en pleine forme, il est bronzé, il est en forme, on va le démoraliser?
Non, Alors, c'est vous- plutôt vous- des. Bah non, excusez-moi, c'est que des mauvaises nouvelles. Alors, Des taux de la. On en discutait tout Allez. à l'heure, mais je pense qu'il est important, il est passé un peu de côté. Donc le sondage de l'ISEAS, qui est un think tank de référence de Singapour, qui est l'équivalent d'un eurobaromètre, qui vient de montrer que désormais 52% des pays d'Asie du Sud-Est préfèrent s'aligner sur la Chine que sur les États-Unis. 30% de ces pays-là anticipent une dégradation des relations avec les États-Unis. Ça a été multiplié par 2 depuis l'année dernière. Et aujourd'hui, le leadership de Trump est vu comme la première des préoccupations avant même la question de la Chine sur la zone de mer de Chine méridionale. Donc aujourd'hui, on a un rapprochement significatif de toute la zone asiatique vers la Chine, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et ce sondage a été fait avant le début du conflit en Iran. On se doute bien que ça va encore multiplier là-dessus. Donc toute la question autour de la transition, vous mentionnez comment on rebondit ensuite. Il y avait le sujet, on a une transition énergétique qui va être accélérée dans la mesure où la Chine est à la clé de cette chaîne d'approvisionnement. Avec ces bascules géopolitiques, la Chine devrait là aussi en sortir de manière positive. Éric. Vous soyez un peu déçu aussi, hein, Marc. Non, mais arrêtez. Qu'est-ce que je vous ai fait là Franchement, j'ai été très sympa dans le couloir. Je vous ai accueilli de façon chaleureuse. J'ai même dit, j'ai menti, j'ai dit que j'étais content de vous voir. Pour le coup, c'est un flop. C'est un flop de Stellantis qui annonce quand même une première. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner une usine qui est située en Espagne, à Saragosse, au profit d'un de leurs partenaires, Leapmotor, qui est chinois. Ouais. Et donc, ça va permettre quand même à Leapmotor d'aller donc produire et distribuer de l'automobile électrique à bas prix et donc de prendre des parts de marché en Europe de façon considérable. Et c'est le début d'une tendance lourde. Hein. Et j'ai un peu peur parce qu'on voit quand même le problème social aujourd'hui de l'automobile avec des pertes de parts de marché, avec des immatriculations qui ne sont pas au niveau attendu. Et donc on est en sur le plateau, là, il y a quelques semaines, je disais, mais bon, on va voir des acquisitions de groupes européens par des Chinois, mais en fait on m'a répondu, mais il n'y a pas besoin de les acquérir parce qu'on est en train de les détruire. Et puis surtout, ils sont en train de lâcher leurs usines, donc faut acheter. Hein. Super. Ok, merci. Céline, top ou flop ? Alors moi j'ai un flop qui m'a fait rire, mais qui n'est ni la Chine, ni voilà. Ni l'or. Et voilà. Et c'est le logiciel de location de voitures Pocket OS qui a eu la bonne idée, je ne sais pas si vous l'avez lu cette semaine, qui a eu la bonne idée de détruire toutes les données de backup et de réservation de tous les loueurs de voitures un 27 avril. Donc toutes les personnes qui sont arrivées au guichet, il n'y avait plus de données. Donc ça a été un sacré bazar aux États-Unis. Oui. Mais dans tout le pays ? Dans tout le pays, tous les loueurs se sont trouvés sans données. Donc ça a duré, ils ont mis plus de 48 heures à retrouver à peu près ce qu'ils devaient faire avec les voitures. Mais donc c'était juste pour... non mais le logiciel s'est excusé à la fin en disant « Oups, je suis désolé, j'ai pris l'initiative de faire une action sans qu'on me le demande. » Voilà. Donc, c'était juste pour dire que tout va... Qu'il faut contrôler l'IA. Et qu'on n'est pas complètement au point sur tous les outils fantastiques et magiques qu'on nous vend aujourd'hui. Voilà. Alors là, on va se tourner vers l'homme que vous avez cité 2 fois. Céline. Je vais vous faire plaisir, Marc. Wilfried. Ah, faites-moi plaisir, soyez sympa. Alors, c'est un flop, mais qui va vous faire plaisir. Allez. C'est le flop, en fait, de la version 4 du modèle DeepSeek. D'intelligence artificielle. En fait, tout le monde l'attendait. Rappelez-nous DeepSeek, ce qui s'était passé, parce que tout le monde n'est pas forcément... DeepSeek, il y a 1 an, avait généré un tremblement de terre sur les marchés en disant « Moi, je suis capable de faire un modèle d'intelligence artificielle qui est aussi bon que les modèles américains pour 10, voire 20 ou 30 fois moins cher. » Et donc, la promesse qui était faite, c'était une promesse un peu comme ce qui est fait dans l'automobile, c'est-à-dire avec une qualité formidable et des prix très bas. Et donc, je crée de la surproduction, je détruis tout sur mon passage, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir en profiter parce que vous êtes des consommateurs. Et donc, régulièrement, on se disait, mais qu'est-ce qui va se passer avec ce fameux modèle DeepSeek version 4 ? Et donc, quand il est sorti, tout le monde disait, il est formidable, en plus, il n'est pas cher, et puis en plus, il a été entraîné sur des puces Huawei. Alors là, ils n'ont même pas eu besoin de puces NVIDIA. Donc, on s'est rendu compte que, 1, ils ont eu besoin de puces NVIDIA, et que 2, en fait, il y a un tel contrôle des autorités chinoises sur ce qu'était capable de faire le modèle et comment est-ce que le modèle fonctionnait, qu'en fait, plus personne s'est véritablement occupé de DeepSeek et que l'intelligence artificielle, ailleurs que DeepSeek, a continué sans aucun problème son
son rush absolument formidable. Voilà, enfin une Donc, bonne nouvelle. En fait, c'est à la fois une bonne nouvelle et c'est le signe que les deux zones sont en train de se découpler. Il y a d'un côté la zone chinoise et de l'autre côté le reste du monde. Mais c'est intéressant parce que même aux États-Unis, enfin, il y a eu là récemment pas mal d'enquêtes sur les différents modèles d'IA et même Grok de Musk est quand même à la ramasse. Hein, Absolument. par rapport à ChatGPT et par rapport à Anthropic. Ouais. On passe tout de suite au top 3 des gérants et on a Pierre Chang, toujours positif, 11,7%, Stéphanie Moget, 8,4%, Alain Pitou, notre ami Alain, le roi de la location, qui est en hausse de 7,5%. Et là, maintenant, puisque bon, ils m'ont un peu gâché la fête, ils m'ont gâché le week-end, bah moi, je vais leur mettre la pression. Je veux une musique qui fait peur, voilà. C'est simple, hein. Vers qui je me tourne, là? Allez, Eric. Je commence avec vous. Eric Blaine, la France vous regarde. Vous avez du Vinci. Je garde. Vous avez de l'Exosens. Exosens, je conserve aussi. Bon, ça marche bien, ça. Ça marche très bien. Bah, vous disiez que les valeurs de la défense avaient baissé, mais celle-là, elle a... C'est une des seules qui a tenu. Donc, bah, vous avez menti tout à l'heure. Ah non, je n'ai pas menti, mais celle-là, elle a bien tenu. Biomérieux. Je le conserve, celle-là, elle a baissé par contre. Vous avez du Stellantis, qu'est-ce qu'on en fait? Écoutez, il y a un Investor Day le 21 mai prochain. Ça va être coté en Chine, ça, bientôt. Je garde. Okay. On a du Safran. Je conserve. On a du Essilor Luxottica. Je la garde aussi. On a du Atos. Je crois donc dans la restructuration de sa société, donc je la conserve. Vous pensez que ça, on va avoir une belle recovery là-dessus? Je pense que Philippe Salle sait faire. Donc c'est le moment où il faut de toute façon, être vu de là où on vient, ça peut pas être pire. Hein. On On a du Ruby. Ruby, je conserve aussi. Il y a une dynamique incroyable sur les dividendes. Ça fait 30 ans qu'ils augmentent régulièrement leurs dividendes, tous les ans. Ça, c'est dividendes aristocrates. C'est du gaz, c'est ça? Alors, c'est la distribution en fait, d'énergie au sens large et aussi de la production sur le renouvelable. Du Publicis. Publicis, je conserve. Médincel. Médincel, je conserve précieusement. Il y aura des nouvelles en 2026 qui devraient être intéressantes. Vous avez un tuyau, c'est un délit d'initié ou... Non, mais je crois que c'est une petite pépite intéressante. Non, vous pouvez y aller, hein, la MF ne regarde pas. On a du Legrand. Legrand, je conserve. Qu'est-ce qu'on achète? Alors moi j'aime bien Virbac. Si vous aimez bien, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc je vous en reparle. Allez-y. Faites comme chez vous. C'est une entreprise en fait qui fait à peu près 3 milliards de capitalisation boursière, qui est un laboratoire vétérinaire familial. Donc elle est intéressante parce que en fait les tendances sont très porteuses sur la santé animale. Ça, il n'y a plus d'enfants, mais il y a de plus en plus de chiens. Voilà, exactement. La population vieillit, donc il y a plus de chiens et de chats. Il faut les soigner. C'est pas eux qui vont payer notre retraite. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème, effectivement. Moi, je suis d'accord. Hein. Les animaux. Je vais prendre. En plus, donc ça, c'est quand même très porteur. La société elle-même, elle est sur de l'innovation. Cette innovation apporte de la croissance. Elle est aussi sur des gains de productivité. Donc, à 3 ans, les marges devraient augmenter de 16 à 20%. Et l'entreprise, là aujourd'hui, elle vaut un PER de 16 fois. Historiquement, elle valait 20 fois. Donc on y va. Donc c'est intéressant. Donc vous vibrez pour Virbac. Une petite pépite. Allez, Céline. Oui. Elle fanfaronne, là. Vous mettez la musique qui fait peur, là. On va la calmer tout de suite. Alors Céline, qu'est-ce que vous avez en portefeuille? Vous avez du Barrick-Gold, tiens, c'est étonnant. On garde? Je le garde. Vous avez du Michelin. Et alors par contre, Michelin, je le vends parce qu'ils ont tendance à augmenter les prix, mais il y a un petit problème au niveau de la croissance en volume. Donc je préfère me séparer de la valeur après le rebond connu depuis le début de l'année. Alors pour ceux qui ont la télé, qui regardent la télé, si vous connaissez le nom de la troisième valeur, vous êtes très très fort. C'est AIA. Moi je le sais parce que c'est marqué. On a toujours le logo en chinois, mais voilà. On a du Total Energy. Société d'assurance, Total bien entendu qu'on conserve. On a du Newmont. Newmont, on garde également leader dans les minières mondiales pour compléter Barrick. On a du Midea. Mighty, qui est une société chinoise, puisque vous aimez beaucoup la Chine, qui est leader sur le franchouillard. On a du Midea, on a du Mighty. Voilà, Mighty. Elle m'a remis à ma place. Sur les robots, ils ont acheté KUKA, peut-être que vous connaissez un peu plus, en Allemagne. Voilà. Bien sûr, bah oui. Voilà. C'est bien sûr Itaú. Itaú, société brésilienne. J'ai bien fait là, non? J'ai été bon là. On a du V3. Avec l'accent sur le U. Le Brésil. Ouais. Voilà. C'est à force d'aller au Bois de Boulogne. Voilà. On a du Sugi Holdings. Sugi au Japon qu'on conserve. Et on a du Ping An. Voilà. Qu'est-ce qu'on achète? En Chine. Et on achète Schlumberger, qui s'appelle maintenant SLB. Donc une valeur américaine. C'est ni chinois, ni une valeur minière. Mais on a détruit un certain nombre de sites
de production d'énergie et on va devoir les reconstruire. C'est le leader mondial des services pétroliers qui avait été créé par des Français, ingénieurs français il y a 100 ans, et malheureusement c'est localisé aux États-Unis maintenant. Mais pendant longtemps, ils avaient une double équipe de relations investisseurs à Paris et à. Et pourquoi on achète ça maintenant ? Et on l'achète maintenant parce que y a un carnet de commandes qui est très bien rempli, puisqu'on va devoir reconstruire ce qui a été détruit au Moyen-Orient, et qu'en parallèle, on va devoir, comme on l'évoquait ensemble tout à l'heure, multiplier les endroits dans lesquels on produit. Donc on va arrêter de produire les énergies fossiles uniquement au Moyen-Orient. On va peut-être s'intéresser. Et le timing est bon, le cours est plutôt bas ou pas forcément ? La valeur se traite pour 16 fois les bénéfices. C'est intéressant pour 28% de croissance l'année prochaine. Donc on y va. C'est un bon point d'entrée. Oui. Schlumberger, vous avez été bon. Hein. Merci. Merci. Bof. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission. Mais qu'est-ce qu'on me raconte là ? Elle va être exceptionnelle, paraît-il. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay, en podcast sur toutes les plateformes pour combattre de nouveaux records. C'est votre argent sur BFM Business.